Tout le monde dans la ville craignait Dominic Sterling. On l'appelait le roi de fer, un homme qui régnait sur le monde criminel d'une main de fer. Mais à l'intérieur de sa forteresse, Dominic était impuissant. Ses enfants jumeaux, nés muets et paralysés, étaient la seule chose qu'il ne pouvait pas changer. Les médecins disaient que leur cas était désespéré. Sa femme disait qu'ils étaient un fardeau. Mais vint alors la nouvelle femme de chambre, une femme discrète qui avait ses propres secrets. Un soir, Dominic rentra tôt à la maison et passa devant la chambre des enfants. Ce qu'il vit de la femme de chambre faire à ses enfants paralysés ne le choqua pas seulement. Cela lui glaça le sang et changea tout. La pluie à Seattle ne nettoyait pas les choses. Elle ne faisait que rendre la saleté plus glissante. Dominic Sterling se tenait près de la baie vitrée de son bureau penthouse, regardant la ville qui lui rendait hommage. C'était un homme sculpté dans le granit, âgé de 34 ans, avec des yeux de la couleur d'une mer déchaînée et une réputation qui faisait bégayer les hommes adultes. Pour le public, c'était un magnat de la logistique. Pour les familles qui dirigeaient réellement la côte, il était le capo des capis, le chef des chefs. Mais ce soir-là, le scotch qu'il tenait dans sa main n'avait pas le goût du pouvoir. Il avait le goût de l'échec. Son téléphone vibra sur le bureau en acajou. C'était le docteur Harris Thorne, le neurologue pédiatrique le plus cher du pays. Dominic décrocha, les jointures blanchies. « Donnez-moi de bonnes nouvelles, Harris, » dit Dominic d'une voix grave. « Monsieur Sterling, la voix du médecin était faible, hésitante. Nous avons examiné les derniers scanners de Léo et Mia. L'atrophie spinale ne régresse pas. En fait, leur densité musculaire se détériore plus rapidement que prévu. Je crains que le pronostic reste le même. Ils ne marcheront probablement jamais et il est très improbable qu'ils puissent parler. » Dominic raccrocha sans un mot. Il lança le verre en cristal à travers la pièce, qui se brisa contre la cheminée en pierre calcaire. Léo et Mia, ses jumeaux de 4 ans, ils étaient magnifiques, avec ses cheveux bruns et la peau de porcelaine de leur mère. Mais ils étaient comme des statues, allongés dans leur berceau. Ils suivaient les mouvements des yeux, mais leur corps était inerte, silencieux comme des fantômes. Sa femme, Cassandra, avait cessé de se rendre à la nurserie depuis des mois. « Il me déprime, Dom », avait-elle dit, en ajustant ses boucles d'oreilles en diamant avant un gala. « C'est comme regarder des poupées cassées. Engage simplement plus de personnel. » Cassandra était la fille d'une famille rivale, un traité de paix en talons hauts. Elle aimait l'argent des Sterling, mais elle détestait les héritiers défectueux qu'elle avait mis au monde. Dominic attrapa son manteau. Il devait rentrer chez lui, non pas chez Cassandra, mais à la nurserie. Il avait renvoyé la dernière nounou 3 jours plus tôt pour s'être endormi pendant son travail. L'agence avait envoyé une remplaçante ce matin-là. Il conduisit lui-même son SUV blindé, laissant ses gardes du corps se démener pour le rattraper. Le domaine Sterling était situé sur une falaise surplombant le détroit, un vaste manoir néo-gothique qui ressemblait plus à un palais qu'à une maison. Lorsqu'il entra dans le hall, la maison était silencieuse. Le personnel savait qu'il fallait se faire discret lorsque le patron était de mauvaise humeur. Il monta le grand escalier, contourna l'aile principale et se dirigea directement vers la nurserie dans la tour est. Il s'attendait à entendre le bip des moniteurs médicaux. Il s'attendait à sentir l'odeur de l'antiseptique. Au lieu de cela, il entendit un fredonnement. C'était un son grave et mélodieux, une vieille berceuse qu'il ne reconnaissait pas. Dominic ralentit le pas. Ses chaussures ne faisaient aucun bruit sur le tapis moelleux. La porte de la nurserie était entr'ouverte. Il la poussa doucement. La nouvelle femme de chambre était là. Elle était jeune, peut-être dans la vingtaine, et portait l'uniforme gris standard, qui pendait librement sur sa silhouette élancée. Ses cheveux étaient tirés en arrière en un chignon sévère, révélant un cou pâle. Il se souvenait avoir lu dans son dossier qu'elle s'appelait Sarah Jenkins. Aucune référence, mais un casier judiciaire vierge. Désespérée de trouver du travail. Elle ne regardait pas les moniteurs. Elle était penchée sur le berceau de Mia. Dominic l'observait, sa main dérivant vers le pistolet, rangé dans son étui sous sa veste par habitude. Sarah souleva le bras inerte de Mia, mais elle ne se contenta pas de le bouger. Elle massait le poignet, ses doigts bougeant avec une dextérité et une pression qui semblait professionnelle, intense. Mia, qui pleurait généralement au contact d'étrangers, fixait Sarah, la bouche légèrement ouverte. « Je sais », murmura Sarah. Sa voix était rauque, à peine audible. « Je sais ce que ça fait mal, ma petite.
Mais le blocage est profond. Nous devons le déplacer. Le blocage? Dominique fronça les sourcils. Quelle absurdité était cela? Puis Sarah fit quelque chose d'étrange. Elle se pencha et posa son oreille contre la poitrine de l'enfant, fermant les yeux. Elle resta ainsi pendant une longue minute, comme si elle écoutait un langage secret. « Il arrive », murmura soudain Sarah en se redressant et en lissant la couverture. Dominique se raidit. L'avait-elle entendu? Il n'avait pas fait de bruit. Elle se retourna, les yeux légèrement écarquillés lorsqu'elle le vit dans l'embrasure de la porte. Elle ne sursauta pas et ne broncha pas. Elle baissa simplement la tête. « Monsieur Sterling, dit-elle. « Que faisiez-vous? » demanda Dominique en entrant dans la pièce. L'atmosphère était tendue, lourde. « Je vérifiais ses signes vitaux, monsieur, » mentit Sarah. C'était un mensonge convaincant, mais Dominique était un détecteur de mensonges humains. Vous la massiez et parliez d'un blocage. Les doigts de Sarah tremblaient à ses côtés. Je la calmais simplement, monsieur. Les muscles se raidissent lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Dominique passa devant elle pour se diriger vers le berceau. Mia était comme d'habitude, pâle, fragile, mais ses joues avaient repris un peu de couleur. Il se retourna vers Sarah. Elle était simple, sans maquillage, les yeux d'un brun terne, banal, invisible, exactement ce qu'il recherchait chez son personnel. « Mes enfants sont fragiles, mademoiselle Jenkins », avertit Dominique, sa voix baissant d'une octave. « Une seule erreur, un seul faux pas, et vous ne serez pas simplement renvoyés. Vous comprenez? Je ne leur ferai jamais de mal, » dit Sarah. Elle leva les yeux, et pendant une fraction de seconde, la morosité de son regard disparut, remplacée par une intelligence féroce et brûlante. Puis elle disparut à nouveau. « Je sais reconnaître la douleur quand je la vois, monsieur. » Dominique la fixa longuement. « Je vois que c'est le cas. » Il quitta la nurserie avec un sentiment de malaise. Il avait affronté des tueurs à gages, des sénateurs corrompus et des agents fédéraux censillés. Mais la nouvelle femme de chambre lui donnait la chair de poule. En traversant le couloir, il aperçut sa femme, Cassandra, qui sortait en titubant de sa chambre, un verre de vin à la main. « Oh, tu es rentré, marmonna-t-elle. Tu as vérifié les légumes? » Dominique s'arrêta. « Ne les appelle pas comme ça. » Cassandra roula des yeux. « Oh, arrête d'être si dramatique. Ils ont presque 5 ans et ils ne savent même pas tenir une cuillère. Ils sont ce qu'ils sont, Dom. C'est une impasse génétique. Nous devrions simplement les envoyer dans cet établissement en Suisse et essayer d'avoir un véritable héritier. » Dominique s'approcha d'elle, envahissant son espace jusqu'à ce qu'elle se retrouve dos au mur. « Si tu reparles de les envoyer ailleurs, Cassandra, même l'alliance avec ton père ne pourra te sauver. » Il s'éloigna, la laissant pâle et tremblante. Mais alors qu'il se retirait dans son bureau, il ne pouvait chasser de son esprit l'image de la femme de chambre, Sarah, écoutant le cœur de sa fille comme si elle essayait de forcer un coffre-fort. 2 semaines passèrent, l'atmosphère dans le domaine Sterling changea. C'était subtil, mais Dominique le sentait. La nurserie, habituellement lieu de désespoir stérile, avait changé. Les stores étaient souvent ouverts pour laisser entrer la lumière du soleil. L'odeur distincte de l'eau de Javel avait été remplacée par celle de la lavande et de la sauge. Dominique observait Sarah sur les caméras de sécurité. Elle était diligente. Elle nourrissait les jumeaux, leur donnait leur bain et les changeait avec une efficacité mécanique. Mais dès que les autres membres du personnel quittaient la pièce, les caméras montraient autre chose. Elle leur parlait constamment, non pas en langage bébé, mais en phrases complètes. Elle leur racontait des histoires sur les montagnes et les loups, sur des gens qui pouvaient voler, et elle les touchait sans cesse, appuyant sur des points précis de leur colonne vertébrale, de la plante de leurs pieds, de la base de leur crâne. « Dr. Thorne, demanda Dominique lors d'un contrôle de routine à la maison, la massothérapie fait-elle partie du protocole? » Thorne regarda par-dessus ses lunettes, jetant un coup d'œil aux jumeaux. « Cela peut aider à la circulation, oui, mais rien de vigoureux. Leurs os sont fragiles. » Dominique observait Sarah dans un coin. Elle se tenait debout, les mains jointes, le regard fixé sur le sol. « La nouvelle nounou suit-elle les instructions? » demanda Thorne. « Elle semble le faire, répondit Dominique. Cette nuit-là, une tempête s'abattit sur la côte, coupant l'électricité du réseau principal du domaine. Les générateurs de secours se mirent en marche dans un bourdonnement, baignant les couloirs d'un éclairage de secours. Dominique ne pouvait pas dormir. Il avait une réunion avec le syndicat russe le lendemain matin, une négociation qui pouvait se transformer en bain de sang.
Il erra dans les couloirs, vérifiant les pointes de sécurité. Il se retrouva à nouveau devant la chambre d'enfant. Il était 3 heures du matin. La porte était fermée. Il tendit la main vers la poignée, puis s'arrêta. Un bruit. Ce n'était pas un bourdonnement cette fois-ci, c'était un halètement. Dominic sortit son arme instantanément. Il ne fit pas éruption dans la pièce. Il entr'ouvrit la porte de quelques millimètres et regarda à travers la fente. La pièce n'était éclairée que par une seule bougie que Sarah avait placée sur la commode, en violation des protocoles de sécurité incendie, mais la lumière projetait de longues ombres dansantes sur les murs. Sarah était là, mais elle ne portait pas son uniforme. Elle portait un débardeur, ses bras étaient nus, et elle n'était pas seule au centre de la pièce. Elle tenait Léo, mais pas comme un bébé. Elle l'avait installé sur le sol, sur un épais tapis de yoga. Elle était agenouillée derrière lui, ses mains fermement agrippées à ses petites hanches paralysées. « Pousse, Léo », siffla-t-elle. Sa voix était méconnaissable, autoritaire, puissante. « Je sais que tu peux sentir la chaleur. Pousse dedans. » Dominic retint son souffle. Mais qu'est-ce qu'elle faisait? Léo ne pouvait pas pousser, il ne pouvait pas bouger. Ça brûle. « Je sais, » murmura Sarah, le front couvert de sueur. « Le poison est dans la moelle. Nous devons le brûler. » Du poison? Dominic regarda, figé, Sarah sortir un petit flacon en verre de sa poche. Elle le déboucha. L'odeur se propagea jusqu'à la porte, même depuis l'autre bout de la pièce, âcre, métallique, comme l'ozone. Elle se frotta les mains avec l'huile, puis les posa sur la colonne vertébrale de Léo avec un bruit sourd. Le dos de Léo se cambra. Dominic faillit enfoncer la porte. Puis son fils bougea. Son fils, qui n'avait pas bougé un muscle sous le cou depuis sa naissance, cambra le dos. Mais c'est alors qu'un son fit s'arrêter le cœur de Dominic. « Maman !» C'était un croassement, un son brisé, rouillé. Léo avait la tête rejetée en arrière, les yeux fermés. « Maman! Maman! » Sarah se pencha, son front touchant le dos du garçon. « Pas maman !» murmura-t-elle d'une voix féroce et bas. « Elle n'est pas là. C'est de moi. Respire, Léo. Respire à travers le feu. » Dominic regarda les mains de Sarah se déplacer à une vitesse fulgurante le long de la colonne vertébrale du garçon. Cela semblait violent. Pourtant, Léo ne pleurait pas de douleur. Il haletait, le visage rouge d'effort. Ses petites jambes se contractèrent une fois, 2 fois, puis Sarah s'arrêta. Elle s'effondra sur ses talons, haletant, secouant ses mains comme si elles étaient brûlées. Léo s'affaissa sur le tapis et s'endormit instantanément. Dominic recula dans l'ombre du couloir, le cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. Il rangea son arme dans son étui, l'esprit en ébullition, du poison dans la moelle. Léo avait parlé. Le garçon avait bougé. Qui était Sarah Jenkins? Dominic se retira dans son bureau et ouvrit le dossier de sécurité sur son ordinateur. Il contourna la vérification standard des antécédents et se connecta à la boîte noire, la base de données utilisée par les familles liées à Interpol et aux recoins les plus sombres du web. Il relança son logiciel de reconnaissance faciale, mais cette fois-ci, il élargit les paramètres pour inclure les affaires classées et les personnes décédées. Cela prit 10 minutes. Le système émit un bip. Une photo apparut. Elle était plus jeune. Elle avait les cheveux blonds et le regard féroce. Mais c'était bien son nom, Anastasia Romanov. Statut, décédée, assassinée il y a 5 ans. Affiliation, le Cercle Rouge. Guérisseuse, chimiste, connue pour ses antidotes neurotoxiques non conventionnels. Dominic fixa l'écran. Le Cercle Rouge était un mythe, un groupe de médecins d'élite au service du BRAT, mais qui avait été éliminé pour en savoir trop. Anastasia Romanov était censée être morte dans un attentat à la voiture piégée à Saint-Pétersbourg. La femme dans sa nurserie n'était pas une femme de ménage. C'était un fantôme. Et elle croyait que ses enfants n'étaient pas paralysés par la génétique. Elle croyait qu'ils avaient été empoisonnés. S'ils avaient été empoisonnés, c'était quelqu'un dans cette maison qui l'avait fait. Dominic ferma l'ordinateur portable. La réunion avec les Russes prévue le lendemain venait de devenir beaucoup plus intéressante. Mais avant tout, il devait survivre à la nuit. Il regarda à nouveau l'écran. Sarah Anastasia était en train de soulever Mia. Dominic prit une décision. Il ne la confronterait pas. Pas encore. Si elle les guérissait, il avait besoin d'elle.
Mais si c'était elle qui les avait empoisonnés pour créer un remède, il l'écorcherait vive. Il devait en savoir plus. Le lendemain matin, l'ambiance était tendue à table. Cassandra picorait dans un pamplemousse. J'ai renvoyé le jardinier, dit-elle d'un ton désinvolte. Il me regardait de travers. Dominique coupait son steak. Très bien. Et cette femme de chambre, ajouta Cassandra en sirotant son café. La simple, Sarah. Je ne l'aime pas. Elle passe trop de temps avec les légumes. C'est effrayant. Je veux qu'elle parte aujourd'hui. Dominique s'interrompit, la fourchette à mi-chemin de sa bouche. Il regarda sa femme. Il la regarda vraiment. Il vit le léger tremblement de sa main, la façon dont ses pupilles étaient dilatées. Non, dit Dominique. Cassandra se figea. Excuse-moi. Sarah reste, dit Dominique d'une voix neutre. Les enfants semblent réceptifs à elle. Réceptifs? Cassandra rit, d'un rire strident et cassant. Ils sont en état de mort cérébrale. Dominique, ne me dis pas que tu te raccroches à de faux espoirs. Pourquoi les détestes-tu autant, Cassandra? Demanda Dominique doucement. Le visage de Cassandra se durcit. Je ne les déteste pas. Je les plains, et je te plains de t'accrocher à des choses brisées. Elle se leva et sortit en trombe. Dominique attendit qu'elle soit partie. Puis il fit signe à son chef de la sécurité, un homme imposant nommé Silas. Silas, dit Dominique, mets un traceur sur la voiture de ma femme et mets son téléphone sur écoute aujourd'hui. Silas acquiesça sans poser de questions. Et la femme de chambre, patron. Laisse-moi m'occuper de la femme de chambre, dit Dominique. Et Silas, si quelqu'un essaie d'entrer dans la chambre d'enfant sans ma permission expresse, même ma femme, tirez. Les yeux de Silas s'écarquillèrent légèrement, mais il acquiesça. Compris. Dominique monta à l'étage. Il ne se rendit pas à son bureau. Il alla dans la chambre d'enfant. Sarah était là, en train de plier le linge. Elle leva les yeux, surprise, lorsqu'il entra et verrouilla la porte derrière lui. Monsieur Sterling. Dominique s'approcha d'elle. Il la dominait de toute sa hauteur, projetant une longue ombre. Il vit la fatigue dans ses yeux, la rougeur de ses mains due au massage de la nuit dernière. « Arrête de faire semblant, Anastasia, » murmura Dominique. Elle pâlit. Elle recula d'un pas, la main se précipitant vers sa poche, probablement à la recherche d'une arme ou d'une fiole. Dominique lui saisit le poignet. Sa prise était de fer, mais pas écrasante. « Je t'ai vu hier soir, dit-il. J'ai vu Léo bouger. Je l'ai entendu parler. » Sarah Anastasia cessa de se débattre. Elle leva les yeux vers lui, et la personnalité soumise s'évapora. Son regard était froid, calculateur. « Si tu sais qui je suis, dit-elle d'une voix calme, alors tu sais que je peux te tuer avant que tes gardes n'aient franchi cette porte. »« Peut-être, répondit Dominique. Mais alors, tu ne finiras pas de les soigner. » Elle hésita. « Ils ne sont pas paralysés, n'est-ce pas? » demanda Dominique, la voix légèrement brisée. « Non, répondit-elle. Ils sont sous traitement. » Un agent neuroparalysant à base de métaux lourds, administré à petite dose chaque jour depuis leur naissance. Il imite l'atrophie génétique. Dominique sentit la rage bouillonner en lui, chaude et aveuglante. Qui? Anastasia regarda la porte, puis le regarda à nouveau. Le poison est dans le lait maternisé, Dominique. Le lait maternisé que seule une personne prépare. Dominique ferma les yeux. Cassandra, peux-tu les sauver? Demanda-t-il. Je peux, répondit Anastasia, mais le processus est douloureux et nécessite des choses que je n'ai pas ici. Et si elle découvre qu'ils vont mieux, elle augmentera la dose pour les tuer. Dominique ouvrit les yeux. Ils étaient froids, mortels. Elle ne le découvrira pas, jura Dominique. Parce qu'à partir de maintenant, tu es ma maîtresse. Anastasia cligna des yeux, confuse. Quoi? Nous avons besoin d'une couverture, dit Dominique en s'approchant. Une raison pour que tu sois près de moi, pour que je sois dans cette pièce tout le temps, pour que nous verrouillions les portes. Si le personnel pense que je couche avec la femme de chambre, ils ne s'occuperont pas des enfants. Ils penseront simplement que je suis un salaud infidèle. Et votre femme? Ma femme, dit Dominique, un sourire sombre effleurant ses lèvres. Nous serons trop occupés à être jaloux pour remarquer que vous sauvez ses victimes. Anastasia le fixa du regard, puis acquiesça lentement. Je demande des honoraires élevés, Monsieur Sterling. Sauvez mes enfants, dit Dominique en lâchant son poignet. Et je vous donnerai le monde ou je le réduirai en cendres pour vous. Les rumeurs circulaient plus vite que le marché boursier dans le domaine des Sterling. Le lendemain midi,
Ici, tout le monde, des femmes de chambre aux gardes du périmètre, étaient au courant. Le patron avait flashé sur la nouvelle. Dominic jouait à la perfection le rôle du tyran épris. Il ordonna que Sarah soit transférée des quartiers des domestiques à la suite d'invités adjacentes à la nurserie et reliée à sa propre chambre par une porte verrouillable. Il la couvrait de cadeaux qui arrivaient publiquement, des robes en soie, des chocolats importés, des bijoux. Pour le personnel, c'était un scandale. Pour Cassandra, c'était une déclaration de guerre. Mais à l'intérieur de la nurserie, la réalité était une guerre d'usure épuisante. « Tiens-le, Dominic », ordonna Anastasia, la voix tendue par la tension. C'était minuit, le 3e jour du régime. Il faisait une chaleur étouffante dans la nurserie. Anastasia avait réglé le thermostat à 32 degrés Celsius pour provoquer la transpiration. Léo était allongé sur la table à langer, son petit corps tremblant. Dominic tenait les épaules de son fils. Il détestait cela. Il détestait voir son fils souffrir. Mais il avait vu les résultats. Les doigts de Léo tremblaient maintenant, agrippant les draps. La toxine se lie à la gaine de myéline, expliqua Anastasia, ses mains travaillant profondément dans les quadriceps de Léo. Elle transpirait à travers son débardeur, ses cheveux collés à son cou. Nous devons stimuler physiquement les nerfs pour leur rappeler qu'ils existent, pendant que les agents de Keeling éliminent le métal. C'est comme des picotements violents, multipliés par 10. Léo gémit, un son aigu qui déchira le cœur de Dominic. « Je suis là, Léo. »« Papa est là, » murmura Dominic en se penchant près de l'oreille du garçon. « Tu es un soldat. Tu es un Sterling. Batte-toi. » Anastasia leva les yeux vers lui sans cesser de masser. Pendant un instant, leurs regards se croisèrent au-dessus de leur fils souffrant. Au début, Dominic la considérait comme un outil, un moyen d'arriver à ses fins. Mais en la regardant maintenant, épuisée, féroce, aimant un enfant qui n'était pas le sien, il sentit quelque chose bouger dans sa poitrine, comme une plaque tectonique dangereuse. « D'accord », souffla-t-elle en relâchant le muscle. « On a fini pour ce soir. Il a besoin d'eau. Beaucoup d'eau. » Elle s'affaissa contre le mur et glissa jusqu'au sol. Dominic lui tendit une bouteille d'eau. Elle la vida d'un trait. « Combien de temps ?» demanda Dominic en soulevant Léo, qui était maintenant inerte mais respirait profondément, pour le mettre dans son berceau. « Les centres du langage se rétablissent le plus rapidement, » dit-elle en s'essuyant la bouche. « Les fonctions motrices pourraient prendre encore 1 mois avant qu'il puisse s'asseoir sans aide. 6 mois pour marcher si elle ne les empoisonne pas à nouveau. » Le visage de Dominic s'assombrit. Elle n'était pas dans la pièce. CS surveille la porte. Elle n'a pas besoin d'être dans la pièce. Anastasia le lui rappela. Elle contrôle la cuisine. J'ai remplacé le lait maternisé par celui que j'ai acheté, mais elle finira par se demander pourquoi leur état ne s'aggrave pas. Dominic fit les 100 pas dans la pièce. Nous devons la briser, mais je ne peux pas encore la toucher. La fusion avec la famille Valland, son père, est prévue dans 2 semaines. Si elle meurt ou disparaît avant la signature des contrats, l'accord tombe à l'eau et une guerre de territoire éclate. J'ai besoin de ce territoire pour sécuriser les routes maritimes. Alors, nous attendons, demanda Anastasia, la frustration transparaissant dans sa voix. Pendant qu'elle vit comme une reine, nous la distrayons, répondit Dominic. Il cessa de faire les 100 pas et regarda Anastasia. Demain, c'est le Gala Émeraude. C'est le plus grand événement social de la saison. Cassandra prépare sa tenue depuis des mois. Donc, dit Dominic avec un éclat cruel dans les yeux, elle n'y va pas. Et toi, tu y vas? Anastasia rit, d'un rire sec et humilié. Je suis une servante, Dominic. Je ne vais pas au gala. Et je ne porte certainement pas de robe de bal. Tu es Anastasia Romanov, la corrigea-t-il. Tu as grandi dans le palais d'hiver du métro de Saint-Pétersbourg. Tu parles 4 langues et tu peux tuer un homme avec une fourchette. Tu peux gérer un cocktail. Il s'approcha d'elle et lui tendit la main pour l'aider à se relever. Sa poignée de main était chaleureuse, rugueuse. D'ailleurs, ajouta-t-il en baissant la voix, je dois montrer au monde entier que j'en ai fini avec les Valentis. Amener ma maîtresse est l'insulte ultime. Cela rendra Cassandra imprudente. Et quand elle est imprudente, elle commet des erreurs. Anastasia regarda sa main, puis la prit. Et si je commets une erreur, il y a des gens à ces soirées qui pourraient me reconnaître. Qu'ils regardent, dit Dominic en la serrant contre lui, peut-être un peu plus que nécessaire. Tu es avec le roi de fer maintenant. Qu'il tremble. Le gala émeraude se tenait au musée d'art de la ville,
Une salle caverneuse remplie de statues anciennes et de prédateurs modernes. L'élite du monde criminel se mêlait aux politiciens et aux juges. Tout le monde sirotait du champagne et faisait semblant de ne pas être des requins en smoking. Lorsque la limousine de Dominic Sterling s'arrêta, les paparazzis déclenchèrent leur flash comme des éclairs. Le voiturier ouvrit la porte. Dominic sortit, resplendissant dans son smoking noir sur mesure. Il se retourna et tendit la main. La foule attendait Cassandra, la reine de glace de Seattle. Au lieu de cela, une vision en rouge cramoisi apparut. Anastasia portait une robe que Dominic avait commandée pendant la nuit. Une robe en soie rouge sans dos nu qui épousait ses courbes comme une seconde peau. Ses cheveux, habituellement attachés en chignon, tombaient en cascade dans son dos en boucles blondes. Elle ne portait aucun bijou, à l'exception d'un collier ras du cou en diamant que Dominic avait placé autour de son cou dans la voiture. « Garde la tête haute », murmura Dominic en la guidant sur le tapis rouge. « Tu es la reine ici. » Un silence s'abattit sur la salle lorsqu'ils entrèrent. L'insulte était palpable. Laisser sa femme à la maison était une chose. Amener la domestique, habillée comme une reine, était une option nucléaire. Dominic vit immédiatement l'effet domino. Dans un coin, Salvatore Valente, le père de Cassandra, écrasa son cigare dans un cendrier. Son regard était meurtrier. « Souris », murmura Dominic en posant une main dans le creux du dos d'Anastasia. « Les loups nous observent. »« Je les vois », répondit-elle avec un sourire éblouissant, mais les yeux scrutant les alentours. 3 hommes près du bar sont armés. Le serveur près de la cuisine a un micro. « Bien vu. » Ils traversèrent la pièce, tel un requin et sa sirène. Dominic la présenta simplement sous le nom d'Anna. Il observa les hommes la regarder avec convoitise et les femmes avec envie. Il ressentit une vague de fierté possessive qui le prit au dépourvu. Ce n'était censé être qu'une comédie. « Monsieur Sterling », dit une voix rauque, Dominic se retourna. C'était Salvatore Valente. C'était un homme corpulent qui sentait l'ail et l'argent anciens. « Salvatore », dit Dominic en hochant la tête. « Où est-ce ma fille ?» demanda Salvatore, ignorant complètement Anastasia. « Indisposée », répondit Dominic d'un ton suave. « Elle n'est pas en forme. Anna s'occupe très bien de la maison. » Les yeux de Salvatore se posèrent enfin sur Anastasia. Il plissa les yeux. « Tu me sembles familière, jeune fille. » Dominic sentit les muscles d'Anastasia se crisper sous sa main. « J'ai un visage commun, » dit Anastasia, sa voix prenant un accent américain parfait, effaçant son accent russe. « Non. » Salvatore s'approcha, envahissant son espace. « Je n'oublie jamais son visage. Tu ressembles à un médecin dont j'ai entendu parler en Europe. Une histoire de fantôme. On dit qu'elle est morte. » L'atmosphère devint tendue. Si Salvatore la transformait, le cercle rouge saurait qu'elle était en vie. Il viendrait la chercher. Dominic s'interposa entre eux, sa poitrine heurtant Salvatore. « Tu es ivre, Sal. Recule. C'est une Dominic. » Salvatore cracha. « Et tu manques de respect de ma famille. »« Ta famille, » dit Dominic d'une voix basse et menaçante. « Tu m'as vendu une marchandise défectueuse. Si ta fille passait plus de temps à être mère et moins de temps à empoisonner le puits, je n'aurais peut-être pas besoin d'aide. » C'était un avertissement cryptique, mais il fit mouche. Salvatore éclata légèrement. Il savait quelque chose. « Attention, Sterling !» Salvatore siffla. « Les accidents arrivent, surtout aux jolies choses, » dit-il en s'éloignant précipitamment. « Il est au courant pour le poison, » murmura Anastasia, alors que la musique s'amplifiait. « C'est lui qui l'a fourni, » confirma Dominic. « Cela le confirme. Les Valenti veulent voir ma lignée disparaître afin que le territoire revienne à Cassandra et, à travers elle, à eux. Si je meurs sans héritier, il l'entraîna sur la piste de danse. C'était une valse lente. Dominic la serra contre lui, sa main enveloppant la sienne. « Tu étais incroyable, » dit-il doucement. « J'étais terrifié, » admit-elle en levant les yeux vers lui. L'adrénaline avait fait rougir ses joues. « Je ne les laisserai pas te toucher, » dit Dominic. Les mots sortirent avec le poids d'un serment. Ils se regardèrent fixement. La pièce s'estompa. Le danger s'estompa. Il n'y avait plus que la chaleur de sa main sur sa taille et le parfum de son jasmin. Dominic se pencha vers elle. Le faux baiser pour les caméras lui semblait soudain être la seule chose qu'il désirait au monde. Z. Son téléphone vibra dans sa poche, brisant le moment. C'était la ligne d'urgence. Dominic le sortit. Un SMS de Silus, code Nursery. Le visage de Dominic se figea. Il attrapa la main d'Anastasia. « On part tout de suite. »
Ils n'attendirent pas la voiture. Ils coururent vers la sortie arrière. Dominic repoussa un photographe et sauta dans le SUV. Dominic conduisit comme un fou, brûlant tous les feux rouges. « Qu'y a-t-il » cria Anastasia en s'agrippant au tableau de bord. C'est où s'est déclenchée l'alarme silencieuse. Quelqu'un est dans la nurserie. Ils ont parcouru les 30 minutes de trajet dans 15 minutes. Les portes étaient ouvertes. Mauvais signe. Dominic a freiné brusquement devant les marches de l'entrée. Il a sorti son arme, un élégant 9 mm, et Anastasia l'a surpris en sortant un couteau étincelant d'une fente cachée dans sa robe. Ils se sont précipités dans les escaliers. La maison était silencieuse. Trop silencieuse. « Silas !» rugit Dominic. Pas de réponse. Ils coururent dans le couloir vers l'aile est. La porte de la nurserie était grande ouverte. Dominic fit irruption, arme levée. La pièce était saccagée. Les berceaux étaient renversés. Le matériel médical était détruit, mais les enfants avaient disparu. Sur le sol, Silas gisait inconscient, une profonde entaille au front. « Non !» haleta Anastasia. Elle courut vers la table allongée. Son sac a disparu, l'oxygène portable, tout. Dominic s'agenouilla près de Silas et le secoua pour le réveiller. Le géant gémit et cligna des yeux pour chasser le sang. « Patron, où sont-ils, Silas » demanda Dominic. Madame Sterling toussa Silas. Elle est entrée avec 2 hommes. Je ne les ai pas reconnus. Des pros. Ils m'ont pris par surprise. Un taser. Cassandra les a emmenés. Elle criait. Silas haletait. Elle criait que vous les répariez, que la femme de chambre était une sorcière. Elle a dit qu'elle les emmenait vers l'eau. Le visage de Dominic se figea. L'eau, le domaine Sterling disposait d'un hangar à bateaux privé au pied des falaises menant aux eaux agitées et glacées du Puget Sound. Elle va les noyer, murmura Anastasia, la voix horrifiée. Elle pense que s'ils meurent dans un accident ce soir pendant que nous sommes au gala, elle pourra accuser le personnel. Elle n'en aura pas l'occasion, grogna Dominic. Il se leva et aida Silas à s'asseoir. Appelez les garçons, verrouillez le périmètre, personne ne part. Dominic regarda Anastasia. « Tu peux courir avec ces talons ?» Elle les retira d'un coup de pied et se tint pieds nus sur le parquet. Elle déchira la longue fente de sa robe jusqu'à la hanche pour pouvoir bouger plus facilement. Essaie de suivre. Ils sortirent en courant de la maison et se précipitèrent dans la tempête. La pluie était désormais torrentielle, transformant la pelouse impeccablement entretenue en boue. Ils se dirigèrent vers le sentier qui longeait la falaise. En bas, les lumières du hangar à bateau étaient allumées. Ils descendirent précipitamment les marches en pierre. Dominic glissa et s'égratigna la main, mais il ne sentit rien. Il pouvait entendre le rugissement de l'océan. Ils atteignirent le quai. La porte du hangar à bateau était ouverte. À l'intérieur, la scène était cauchemardesque. Cassandra se tenait au bord de la rampe interne où un élégant hors-bord flottait dans l'eau. Elle tenait Mia dans un bras et Léo dans l'autre. Les enfants pleuraient, des pleurs faibles et terrifiés. 2 hommes imposants vêtus d'imperméables sombres montaient de la garde. « Cassandra !» cria Dominic en pointant son arme. « Éloigne-toi du bord !» Cassandra se retourna brusquement. Elle avait l'air dérangée. Son maquillage était étalé, ses cheveux en bataille. « C'est toi qui as fait ça !» hurla-t-elle pour couvrir le bruit de la tempête. « Toi et ton... Tu les répares. J'ai vu les journaux. J'ai vu les fournitures médicales. » « Pose ça, Cassandra !» dit Dominic en avançant lentement sur le bois humide du quai. « Ils étaient censés disparaître, hurla-t-elle. Ils étaient censés mourir en silence. Pourquoi tu ne les as pas laissés mourir? Ce sont des monstres. Le seul monstre ici, c'est toi. » Anastasia appela. Elle se déplaça à gauche de Dominic, flanquant les gardes. « Oh, regarde !» Cassandra ricana. « La nounou. Ou devrais-je dire le docteur? Je sais qui tu es maintenant, Anastasia. Mon père a passé un coup de fil. Le cercle rouge a mis une très grosse prime sur ta tête. » L'un des gardes pointa son arme vers Anastasia. « Ne fais pas ça, avertit Dominic. Si tu tires, vous mourrez tous. Jetez-les à l'eau, ordonna Cassandra aux gardes. Débarrassez-vous des preuves et partons. » L'un des hommes se jeta sur Cassandra pour lui prendre les enfants, sans doute pour les jeter dans l'eau noire. « Maintenant !» cria Dominic. Le chaos éclata instantanément. Dominic tira. La balle atteignit le premier garde à l'épaule, le faisant tournoyer. Le garde riposta sauvagement, la balle ricochant sur un pylône métallique. Anastasia n'attendit pas.
Elle se jeta sur le deuxième garde. Elle faisait la moitié de sa taille, mais elle se déplaçait comme de l'eau. Elle glissa sous sa ligne de mire et lui trancha le tendon d'Achille avec son couteau. Alors qu'il s'effondrait, elle lui enfonça son genou dans le visage. Cassandra hurla et recula, vacillant au bord du précipice. Elle tint les enfants au-dessus de l'eau. « Reculez. Je vais les lâcher, je le jure devant Dieu. » Dominique se figea. Il était à 3 mètres. Trop loin. Léo et Mia étaient suspendus au-dessus de l'eau glacée et sombre. S'ils tombaient, paralysés et alourdis par leurs vêtements mouillés, ils couleraient comme des pierres. Cassandra, regarde-moi, supplia Dominique en laissant tomber son arme sur le sol. C'est fini. Les Valenti ne peuvent pas te sauver. Mais si tu me les donnes, je te laisserai vivre. Je te laisserai partir. Menteur, Cassandra sanglotait. Tu ne m'as jamais aimé. Tu ne voulais que ton héritage. Elle regarda les enfants avec une haine pure. Son étreinte se relâcha. Au revoir, Dominique. Elle ouvrit les bras. Non. Dominique se précipita. Mais il n'était pas le plus rapide. De la pile de couverture que Cassandra avait lâchée, une petite main jaillit. C'était Léo. Au cours des semaines de thérapie, Anastasia s'était concentrée sur la force de préhension. Pousse, Léo. Tiens bon. Alors que Cassandra les lâchait, la main de Léo attrapa le collier de perles autour du cou de Cassandra. Il s'y agrippa de toutes ses forces. Le poids des 2 enfants fit basculer Cassandra vers l'avant. Elle perdit l'équilibre sur le bois glissant. Avec un cri, Cassandra bascula par-dessus bord, entraînée par les enfants qu'elle avait tenté de tuer. Ils tombèrent tous dans l'eau dans une énorme gerbe d'éclaboussures. Léo avait disparu. Dominique plongea sans hésiter. L'eau était glaciale, un vide noir. Il donna un coup de pied vers le bas. Les lumières sous-marines du bateau éclairaient la scène. Cassandra se débattait, paniquée, empêtrée dans son lourd manteau. Les enfants coulaient, dérivant loin les uns des autres. Dominique attrapa Mia en premier, passant son bras autour de sa taille. Il chercha Léo. Anastasia était déjà là. Elle avait plongé juste derrière lui. Elle attrapa Léo par le dos de sa chemise juste au moment où il dérivait sous la coque du bateau. Dominique nagea vers la surface, les poumons en feu. Il sortit de l'eau, haletant, et hissa Mia sur le quai. Anastasia fit surface une seconde plus tard, traînant Léo qui crachotait. Dominique les hissa tous les deux. « Cassandra !» haleta Anastasia en écartant ses cheveux de ses yeux. Dominique regarda l'eau. Les perles flottaient à la surface, mais Cassandra avait disparu, emportée par le courant ou peut-être par le poids de ses péchés. Dominique n'attendit pas pour vérifier. Il serra ses enfants contre sa poitrine, tremblant violemment. Ils toussaient, crachaient de l'eau, mais ils étaient vivants. « Maman !» s'étouffa Léo. Dominique baissa les yeux. Léo regardait Anastasia. « Maman !» Anastasia se figea, tremblant dans sa robe rouge en lambeaux. Elle tendit la main et toucha la joue de Léo. « Je suis là !» murmura-t-elle. Dominique les regarda tous les deux, cette famille trempée, frissonnante et brisée qui avait miraculeusement survécu à l'incendie et au déluge. Il tendit la main et attira Anastasia vers lui. « Rentrons à la maison, dit-il. » Mais alors qu'ils remontaient de la falaise, des sirènes retentirent au loin, et Dominique comprit avec effroi que la mort de Cassandra n'était pas la fin. C'était le début de la véritable guerre. Salvatore Valente exigerait du sang pour sa fille, et le Cercle Rouge savait désormais exactement où se trouvait Anastasia Romanov. La guerre ne commença pas avec une bombe, elle commença avec un titre dans la presse. Le lendemain matin de la mort de Cassandra, la Seattle Gazette publia la photo en première page. Dominic Sterling debout sur le quai, trempé, tenant ses 2 enfants dans ses bras, tandis que les plongeurs de la police fouillaient les eaux derrière lui. Le titre disait « La femme du roi de fer retrouvée morte. Accident ou exécution ». C'était un coup de maître de la guerre des relations publiques orchestré par Salvatore Valente. Il ne venait pas seulement pour le territoire de Dominique. Il en voulait à sa légitimité. En présentant Dominique comme un meurtrier, Valente a monté les autres familles contre lui. La commission, l'organe directeur des syndicats criminels de la côte, a gelé les avoirs de Dominique. Mais au sein du domaine Sterling, l'ambiance était tendue. Dominique avait déménagé toute sa famille à Greystone, une maison sécurisée située à 65 km au nord, dans les contreforts des Cascades. C'était une forteresse de béton et d'acier déguisée en chalet de ski,
entouré d'une dense forêt de pins. Bois ça, dit Anastasia en posant une tasse fumante sur le bureau de Dominique. Dominique leva les yeux. Il n'avait pas dormi depuis 36 heures. Ses yeux étaient cernés de rouge. Qu'est-ce que c'est? Une tisane avec un léger stimulant. Ça te tiendra éveillé sans te faire trembler les mains. Tu as besoin d'avoir les mains fermes aujourd'hui. Dominique prit la tasse. Il la regarda. Anastasia portait désormais une tenue tactique, un pantalon cargo et un pull noir ajusté. Elle avait troqué sa robe de bal contre un étui à revolver. Cela dit que le périmètre est sécurisé, dit Dominique en se frottant les tempes. Mais Valente n'envoie pas seulement des fantassins. Il a engagé des mercenaires, d'anciens militaires. Et le cercle rouge? Demanda Anastasia à voix basse. Calme? Trop calme? Cela m'inquiète plus que Valente. Anastasia se dirigea vers la fenêtre, regardant à travers le verre anti-explosion les arbres enneigés. Ils attendent le chaos. C'est leur signature. Ils laissent la force brute affaiblir la cible, puis ils s'infiltrent avec une aiguille. « Comment t'es-tu échappé ?» demanda soudain Dominique. Il ne lui avait jamais posé cette question auparavant. Et Anastasia ne se retourna pas. « Je ne suis pas simplement parti, Dominique. J'ai incendié le laboratoire. Ils faisaient des expériences sur des orphelins pour créer des soldats insensibles à la douleur. Je ne pouvais pas faire ça. Alors j'ai mélangé un composé binaire dans le système de ventilation et je suis sorti pendant qu'ils étouffaient. » Dominique se leva et s'approcha d'elle, posant ses mains sur ses épaules. « Tu n'es pas un monstre, Anna. Tu les as sauvés. J'ai tué 30 personnes. Tu as sauvé mes enfants, dit Dominique fermement. C'est tout ce qui compte pour moi. » Il la fit se retourner et lui releva le menton. La tension dans la pièce monta en flèche, brûlante et électrique. Cette fois, il n'y avait ni caméra, ni gala. Il l'embrassa. Ce n'était pas un baiser tendre. C'était un baiser désespéré. Une collision entre deux personnes au bord d'une falaise. « Quand tout ça sera fini, » murmura Dominique contre ses lèvres, « je ne te laisserai pas partir. » D'abord, dit-elle en s'écartant légèrement, la main posée sur sa poitrine. « Nous devons survivre à cette nuit. » Comme sur commande, les lumières du lodge clignotèrent puis s'éteignirent. « Ils ont coupé le courant, » dit Dominique, sa voix passant instantanément en mode commande. Il tapota son oreillette. « Silus, état des lieux. Statique. » Il brouille les communications. Dominique grogna. Il sortit son arme. « Reste avec les enfants. Verrouille la porte. » « Dominique, » dit Anastasia en attrapant une lourde trousse médicale dans un coin. « Je ne suis pas nounou ce soir. Je suis chimiste. Tu leur tires dessus. Je m'assurerai qu'ils ne puissent plus respirer. » L'attaque survint quelques instants plus tard. Des explosions secouèrent le portail d'entrée. Dans l'obscurité, des traces illuminèrent la nuit lorsque les mercenaires de Valent franchirent le périmètre. Les hommes de Dominique ripostèrent, mais ils étaient en infériorité numérique. Dominique se déplaçait dans les couloirs comme une ombre, éliminant les intrus avec une efficacité impitoyable. Mais pour chaque homme qui l'abattait, deux autres semblaient franchir les fenêtres. « Reculez !» cria Dominique à ses gardes restants. « Protégez les escaliers !» Ils se replièrent au deuxième étage, barricadant le palier. Dans la chambre principale, Anastasia s'affairait frénétiquement. Elle ne se cachait pas. Elle avait mis Léo et Mia dans la baignoire, l'endroit le plus sûr pour les protéger des balles perdues, et les avait recouverts de couvertures en Kevlar. « Restez couchés, petite loup, » leur murmura-t-elle. « Ne faites pas de bruit. » Léo la regarda, les yeux écarquillés. Il tendit la main et attrapa son doigt. Sa prise était forte, très forte. Anastasia se retourna vers la porte. Elle avait tendu un piège. Elle avait pris de l'eau de Javel, de l'ammoniac et quelques autres produits nettoyants trouvés dans le placard à fourniture du locataire et les avait mélangés dans des bocaux en verre. Un gaz moutarde rudimentaire mais efficace. La poignée de la porte tourna. Anastasia alluma un chiffon enfoncé dans le haut du bocal et attendit. La porte s'ouvrit brusquement. Deux hommes en tenue tactique firent éruption. Anastasia lança le bocal. Il se brisa contre la poitrine du premier assaillant. Les vapeurs furent instantanées et irrésistibles. L'homme se plia en deux, se grattant la gorge, les yeux brûlants. Le deuxième homme hésita, toussant. Anastasia traversa le brouillard chimique en retenant son souffle. Elle n'utilisa pas d'arme à feu. Elle utilisa un scalpel, d'un mouvement précis, pour sectionner l'artère corrompue. Elle referma la porte d'un coup de pied
et la verrouilla à nouveau, haletant près de la fenêtre. Mais alors, elle le sentit. Un courant d'air froid. Elle se retourna. La fenêtre n'avait pas été brisée. Elle avait été découpée. Un cercle parfait dans la vitre. Une silhouette se tenait dans l'ombre de la pièce. Il portait un élégant costume noir, pas une tenue tactique. Il portait un masque de porcelaine blanche avec un seul cercle rouge sur le front. Le cercle rouge. Docteur Romanov, dit une voix synthétisée. Vous êtes difficile à éliminer. Anastasia se tenait entre l'assassin et la salle de bain. Elle n'avait plus de bocaux. Elle avait son couteau. Mais cet homme se déplaçait avec une grâce fluide qui lui indiquait qu'il était un maître. Laissez les enfants, dit Anastasia. Ils n'ont rien à voir avec ça. Pas de témoin, dit l'assassin. Il leva un pistolet équipé d'un silencieux. Il ne visait pas Anastasia. Il visait la baignoire. Non. Anastasia se jeta en avant. Elle n'essaya pas de le poignarder. Elle se jeta sur la trajectoire de la balle. Thip. La balle la frappa à l'épaule. La force de l'impact la fit tourner sur elle-même et elle heurta violemment le sol. L'assassin ajusta son tir. Eh! La voix était faible, mais suffisamment forte. L'assassin s'arrêta, regardant la baignoire. Léo était debout, agrippé au rebord de la baignoire, les jambes tremblant violemment. Le garçon, qui était paralysé depuis 4 ans, était debout. Il regarda le tueur dans les yeux. « Sortez !» grogna Léo. Le choc de l'instant procura à Dominic la seconde dont il avait besoin. Dominic enfonça la porte de la chambre d'un coup de pied, le bois se brisant en éclats. Il vit Anastasia sur le sol. Il vit l'homme masqué. Il n'hésita pas. Il ne posa pas de questions. Il tira 3 coupes de feu. Tête, poitrine, poitrine. L'assassin s'effondra. Dominic se précipita vers Anastasia. Elle serrait son épaule, le sang coulant entre ses doigts. « Je vais bien, dit-elle d'une voix rauque, le visage pâle. La balle est passée de l'autre côté. Elle n'a pas touché l'artère. Non. Dominic regarda la baignoire. Il vit Léo debout, l'air provocateur, avant que les jambes du garçon ne cèdent et qu'il s'effondre dans les couvertures. Il s'est levé, murmura Dominic, la voix tremblante. Il s'est levé pour te protéger. Anastasia sourit faiblement. Je t'avais dit que le quartier se vidait. Les coupes de feu à l'extérieur avaient cessé. La voix de Silus et Noir crépitait dans l'interphone avec beaucoup de parasites, mais audible. « Patron, on les a eus. La police arrive dans l'allée. Les hommes de Valente se rendent. » Dominic expira longuement, le corps tremblant. Il embrassa Anastasia sur le front, puis s'approcha et prit dans ses bras son fils courageux et brisé. « C'est fini, dit Dominic. Nous avons gagné. » Les retombées de la bataille de Greystone furent rapides et brutales. Avec l'échec de la tentative d'assassinat et l'arrestation des mercenaires de Valente par la police, le récit bascula. Les témoignages des hommes capturés reliaient directement Salvatore Valente à l'attaque. Dominic Sterling n'était pas un meurtrier. C'était un père qui défendait sa maison contre une prise de contrôle par la mafia. La commission, sentant le vent tourner, se retourna contre Valente. 2 jours plus tard, Salvatore Valente fut retrouvé mort dans sa cellule, apparemment d'une crise cardiaque. Les territoires de Valente furent absorbés par l'Empire Sterling, mais Dominic se moquait bien des territoires. Il passait ses journées dans l'aile hospitalière du domaine, veillant sur le rétablissement d'Anastasia. 3 mois plus tard, le soleil brillait sur le domaine Sterling. L'atmosphère gothique et lugubre avait disparu. Les lourds rideaux étaient tirés, laissant la lumière inonder la grande salle de bal. C'était la fête d'anniversaire des 5 ans de Mia et Léo. Mais ce n'était pas un gala pour l'élite, c'était une affaire privée. Seul était présent le personnel fidèle, Silas, arborant une nouvelle cicatrice et quelques proches collaborateurs. « Regarde-les, dit Dominic, debout sur le balcon avec une coupe de champagne à la main. En bas, sur la pelouse, Léo s'agrippait à un petit déambulateur, avançant lentement ses jambes sur l'herbe. Ce n'était pas une course, et c'était difficile, mais il marchait. Mia était assise sur une couverture et lisait à haute voix un livre d'images à un chiot Golden Retriever que Dominic leur avait acheté. Elle parlait lentement, avec précaution, mais clairement. Le chien courait vite, tout rouge. Anastasia se tenait à côté de lui. Son bras était en écharpe, presque guéri. Elle était radieuse dans sa simple robe d'été bleue. « Ce sont des miracles, dit-elle doucement. « Non, la corrigea Dominic. Ce sont des battants, comme leur mère. » Anastasia le regarda. « Je ne suis pas leur mère, Dominic.
Dominique posa son verre sur la balustrade en pierre. Il se tourna vers elle et prit sa main valide dans la sienne. Cassandra les a mis au monde, dit Dominique, mais elle ne les connaissait pas. Elle ne les aimait pas. Tu les as ramenés à la vie, Anna. Tu leur as donné une voix. Tu leur as donné des jambes. Tu as traversé le feu pour eux. Il fouilla dans sa poche et en sortit une petite boîte en velours. Anastasia retint son souffle. Dominique, j'ai beaucoup d'ennemis. Anastasia, dit Dominique, le regard intense et vulnérable. Ma vie n'est pas sûre, elle n'est pas normale. Mais je n'ai jamais fait confiance à quelqu'un comme je te fais confiance. Je n'ai jamais désiré quelqu'un comme je te désire. Il ouvrit la boîte. À l'intérieur se trouvait une bague, non pas un diamant, mais un rubis rouge foncé rare entouré de diamants noirs. Les couleurs du cercle rouge récupérées et réutilisées. Épouse-moi, dit Dominique, sois la mère qu'il mérite, sois la reine que cette ville redoute. Anastasia regarda la bague, puis les enfants. Léo leva les yeux de son déambulateur et leur fit signe. Elle regarda Dominique, les larmes aux yeux. « Je suis une assassine, Dominique, une fugitive. Tu es un Sterling, corrigea-t-il, et les Sterling protègent les leurs. » Elle sourit, le sourire le plus intense et le plus radieux qu'il ait jamais vu. Oui, Dominique glissa la bague à son doigt. Il l'embrassa et en bas, le personnel applaudit et les enfants rirent. 6 ans plus tard, la file d'attente devant l'école privée était une parade de SUV de luxe, mais tout le monde s'écarta pour laisser passer la Cadillac blindée noire. Dominic Sterling s'appuya contre le capot, vérifiant sa montre. Il avait maintenant 40 ans, un peu plus de cheveux gris aux tempes, mais le roi de fer était toujours l'homme le plus redouté de la côte. Les portes de l'école s'ouvrirent. 2 enfants sortirent en courant. Léo, maintenant âgé de 11 ans, n'avait plus besoin de déambulateur. Il courait en boitant légèrement, un signe d'honneur qu'il refusait de cacher. Il était capitaine de l'équipe de débat. Mia était juste derrière lui, discutant avec animation avec une amie. Elle était première de sa classe en sciences. Il courut envers Dominique. « Papa !» cria Léo en lui tapant dans la main. « J'ai eu un A au projet d'histoire. Je t'avais dit que l'Empire romain était ton truc. » Dominique sourit. « Où est-ce maman ?» demanda Mia en regardant autour d'elle. « Juste ici », répondit une voix. Anastasia sortit du côté passager. Elle tenait un porte-bébé. À l'intérieur, un petit garçon de 6 mois, avec les yeux de Dominique et le nez d'Anastasia, dormait profondément. « Tu as apporté les collations ?» demanda Léo. « Les barres protéinées et les pommes ?» Anastasia lui ébouriffa les cheveux. « Pas de malbouffe avant de l'entraînement. »« Tu es une tyranne, maman ?» plaisanta Léo. « Je suis médecin, » répondit-elle en lui faisant un clin d'œil. « Monte dans la voiture. » Alors que la famille s'installait dans la voiture, Dominique croisa le regard d'Anastasia par-dessus le toit. Ils échangèrent un regard, une communication silencieuse forgée dans le traumatisme et scellée par l'amour. Ils avaient construit une vie à partir des décombres. Ils avaient transformé le poison en pouvoir. Dominique s'installa au volant. Il regarda dans le rétroviseur ses 3 enfants, en bonne santé, bruyants et vivants. Il démarra le moteur. Le roi de fer avait tout ce qu'il avait toujours voulu, et que Dieu vienne en aide à quiconque tenterait de le lui prendre. Et voilà l'histoire du parrain de la mafia et de la femme de ménage qui a guéri son monde. D'un silence paralysant à une maison pleine de vie, Dominique et Anastasia ont prouvé que parfois, le remède le plus puissant ne se trouve pas dans une pilule. Il se trouve dans la volonté de se battre pour ceux que l'on aime. Qu'avez-vous pensé du rebondissement avec Cassandra? Aviez-vous soupçonné la mère d'être la méchante depuis le début? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette histoire de trahison, de rédemption et de romance, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime », à partager cette vidéo avec un ami qui aime les bons drames et à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour la prochaine vidéo.